Allez, salut TikTok, connexion en cours. On va partir pour une petite heure de live immobilier en ce lundi soir quasiment estival. Live immobilier pour les deux-trois personnes qui commencent à nous rejoindre. Salut Ilti, t'es un fidèle de mes lives, je vois que tu te connectes aussitôt, c'est cool, ça fait plaisir. Pour ceux qui vont arriver, on va être sur un live immobilier, une petite heure ce soir pour vous donner des conseils, des modestes conseils, pourquoi pas, pour vous aider à vous lancer dans l'investissement locatif. J'adore ça, j'ai fait pas mal de choses, donc je peux vous conseiller. Parler de l'actualité liée au gouvernement qui a annoncé dernièrement des choses sur l'immobilier, les taux, le fait qu'on est le 12 et que demain a lieu une réunion qui va être importante pour tous ceux qui s'intéressent à l'immobilier et notamment au financement des prêts, etc., etc. Salut Adrien, je crois que je t'ai déjà vu aussi dans un de mes lives. C'est le tout début, il faut 2-3 minutes en général pour que ça se lance. J'espère que la journée a été bonne pour vous. Moi, le lundi, c'est un jour de congé dans l'immobilier. On travaille rarement le lundi, donc j'ai fait plein de choses chez moi, mais j'ai pas bossé aujourd'hui, donc c'était une journée cool. J'espère que pour vous aussi. Merci à ceux qui mettent quelques petits cœurs, ça aide l'algorithme de TikTok à lancer le live, à le proposer à d'autres personnes, donc n'hésitez pas. Et Mehdi qui me dit qu'il va m'envoyer un message, bah écoute, why not, je le verrai qu'à la fin du live, je vais pas le voir en live. Après, si c'est une question qui n'a rien de confidentiel, pose-la au contraire. Hein, c'est le but du live TikTok, hein, c'est d'échanger, de répondre à des questions qui me sont posées. Donc j'ai des fois des gens qui me posent des questions très précises. Si je sais faire, j'y réponds. Si je ne sais pas faire, j'y réponds pas. Et j'ai aussi des fois des gens qui m'écrivent à part, mais avec des fois un peu moins de chance d'avoir des réponses parce que ça dépend des lives. Des fois, il n'y a pas beaucoup de retours après les lives, 4-5, et des fois 20 ou 30, donc c'est un peu plus long. Salut Nabila, tu es sur un live immobilier. Je sais pas, ton pseudo me dit rien, je crois pas que tu es déjà venu. Live immobilier ce soir. On va parler investissement locatif si ça vous botte. On va vous parler société civile immobilière, SCI, les avantages. Ah, Mehdi qui nous pose une première question. Est-ce que le PTZ existe toujours? Bah écoute, Elisabeth Borne en a parlé le 5 juin lors de ses annonces attendues sur le prêt, sur l'immobilier et donc le prêt à taux zéro. Donc oui, il existe toujours, il va être maintenu, mais il va être resserré, notamment dans le neuf, parce que c'est un vrai levier dans le neuf. Il va être resserré aux zones tendues. Donc tu peux trouver facilement des infos sur Google, mais il va perdurer, mais clairement il va y en avoir moins de faits. Et dans l'ancien, il va perdurer, mais avec des critères drastiques sur l'isolation des logements. Donc dans le dans le neuf, oui, avec des zones restreintes, mais d'un autre côté, le gouvernement nous dit qu'il va revoir avec les bailleurs sociaux le zonage des zones tendues. Donc bon, un peu, un peu compliqué à se placer à l'instant T sur le PTZ. On a Nabila qui nous dit estimation en baisse de mon appartement car un problème d'énergie, c'est en D. Bah écoute, D reste un très bon diagnostic. Preuve en est, le législateur, elle n'a pas du tout dans le viseur, hein, de A à D. On impose des rénovations, notamment pour les bailleurs, de maintenant jusqu'en 2034, mais pour les logements classés E, voire moins bien. Donc D, c'est un très bon classement, Nabila. Je suis assez surpris qu'un agent immobilier, j'en suis un moi-même, d'évaluer un logement suite à un classement énergétique en D, parce que D, c'est un très bon classement. Sauf si à la limite un appartement tout neuf et on pouvait raisonnablement penser du B ou du C avant d'avoir le diagnostic. Mais je me répète, D, c'est un très bon diagnostic. Ilti, moi j'ai aucun souci à acheter en campagne. Alors je ne l'ai jamais fait dans un but d'achat-revente, mais au moins la moitié de mes immeubles sont dans des zones rurales. Par exemple, une commune Thury-Harcourt, si tu regardais sur internet, j'y ai 2 immeubles, il y a 2000 habitants et j'y ai 7 ou 8 appartements. Donc oui, c'est une zone rurale et ça ne me pose pas de soucis. Nabila qui nous dit qu'un appartement estimé à 310 000 euros, n'hésite pas à nous dire où il est. Salut Mathilde, tu es souvent aussi sur mes lives, sympa de te voir. Excusez-moi, je sors de la douche, j'ai fait plein de travaux aujourd'hui, donc j'ai un petit peu chaud, d'où le fait que je m'hydrate. N'hésitez pas à lancer une première question, enfin il dit on a déjà posé une. Le live sera un peu plus court en plus. Aucun souci à relouer, bah écoute, non, moi je touche du bois. Alors attention, hein, dans les zones rurales, on peut vite avoir une population particulière si on fait des logements moyens. Mais moi je rénove mes logements, déjà je les rénove tous, je les achète volontairement en mauvais état. Je rénove mes logements comme si j'allais y vivre moi. J'y mets des cuisines aménagées, équipées de qualité. J'y mets des salles de bain mignonnes. J'y mets, alors c'est un peu moins la mode maintenant, mais j'y ai pendant longtemps mis des carreaux de ciment dans les séjours. Enfin bref, des trucs
assez sympa. Donc dans ces cas-là, aucun souci effectivement à louer même en zone rurale. Torimac, eh ben non, désolé, j'ai pas un exemple type. J'ai la chance de les récupérer dans mon travail, dans un logiciel auquel ont accès les professionnels de l'immobilier qui veulent bien, qui payent, qui est un logiciel qui est d'ailleurs le même que les notaires, c'est le groupe Septéo. C'est la même suite qui équipe les notaires pour rédiger leurs actes et certains agents immobiliers qui le veulent pour leurs compromis, etc. Mais du coup, je ne peux pas t'extraire une base de documents. Une chose est sûre, j'ai déjà fait des TikTok là-dessus. Un bail, même en location nue, ça doit être assez complet. Le bail en lui-même doit au moins courir sur une vingtaine, trentaine de pages. Et attention aux annexes, hein, entre les décrets annexés, la notice depuis 2015 obligatoire, l'intégralité des diagnostics, les risques technologiques. Un bail qui sort aujourd'hui en 2023 fait grand minimum 100 pages, voire 150, voire 200, voire 300. Quand on est en copro, on doit aussi annexer le règlement de copro et ainsi de suite. Donc gaffe à ça. Et gaffe à bien lire les baux. J'ai un gars, je me rappelle plus son pseudo, Mohamed quelque chose, qui dans mon dernier live disait le bail que j'ai eu rédigé par une agence immobilière ne précise pas de date et du coup mon locataire me paye en retard. Je lui ai dit écoute Mohamed, je connais pas le confrère qui a rédigé ton bail mais c'est impossible. Il me soutenait que oui, donc je lui ai dit bah écoute je vais prendre 10 minutes, envoie-moi ton bail sur ma boîte mail. Et bah ce Mohamed m'a envoyé son bail et il s'avérait qu'effectivement il avait lu trop vite et que le bail prévoyait bien que le locataire devait payer le premier de chaque mois. Ce qui en mon sens d'ailleurs est un peu abusif. Moi je mets le 10 dans mes baux et dans mes agences on met le 10 aussi pour laisser au locataire le temps de respirer et au moins relancer pour quelque chose, mais mettre le premier du mois. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, pour ceux qui font de la location, mais demander par écrit contractuellement dans le bail à être payé le premier de chaque mois, moi je trouve que ça sert un peu à rien et que c'est abusif. Il vaut mieux décaler sa date de prélèvement. Quand je fais un prêt, moi je demande toujours une date au 15 du mois, ça me laisse le temps d'être payé par tous mes locataires. Donc voilà. C'est Bac qui me demande si je connais un bon peintre pour m'éclairer extérieur. Bah écoute, ça dépend où tu es. C'est Bac si tu es dans le Calvados, why not? Je connais quelques artisans en effet, de par mon métier. Par contre, si tu es ailleurs que le Calvados, bah la France est grande, je ne vais pas pouvoir t'aider. Nabila en belge, je ne sais pas si c'est le moment de vendre. Bah, tout dépend de ce que tu vas faire de l'argent. Si tu le réinvestis, écoute, quand on vend dans le plein boom de l'immobilier, on est content côté vendeur, mais quand on achète aussi plein boom. Et là, c'est un peu la même chose côté revente. Tu vends peut-être un peu moins cher que l'année dernière, et encore que ça dépend dans quelle région, parce que les prix baissent, mais pas partout. Mais en tout cas, si ça baisse chez toi, bah, ça baissera également si tu veux racheter, placer à nouveau l'argent. Ah, c'est Bas qui nous dit Yves, je suis client chez vous. Ah bah écoute, ok. Désolé, la miniature d'écran est toute petite, donc je n'arrive pas à t'identifier. Excuse-moi, je me permets de te tutoyer. N'hésite pas à me dire si tu es client en gestion locative, peut-être avec Flavie, ma femme. Est-ce que tu es client en transaction des agences Visite Co? Mehdi, entre le 5 et 10, tu peux remonter dans les coms. Qu'est-ce que tu dis, Mehdi? Tu as posé une question plus haut. Si vous êtes à 80% au moins, qu'est-ce que tu veux dire par 80% au moins? Nico, ce qui va générer une éventuelle taxe d'aménagement, c'est la notion de permis de construire. Donc, tu peux faire d'importants travaux dans un bien immobilier qui ne nécessite pas de permis de construire, parce qu'il ne modifie en rien les surfaces et il ne change en rien l'aspect extérieur. Et dans ces cas-là, il n'y aura pas de taxe d'aménagement. Par contre, dès lors que tu vas déposer un permis de construire, si tu fais plus de 20 mètres carrés d'extension ou 40 mètres carrés dans une zone d'une commune disposant d'un PLU, oui, tu vas avoir une taxe d'aménagement. C'est vrai que tu es client en gestion avec Flavie. Bah écoute, je dis à Flavie que j'ai eu un de nos clients ce soir. Je sais pas si tu veux peut-être pas dire ton nom sur TikTok, mais qu'elle t'envoie demain les coordonnées de quelqu'un en peinture. Quentin qui nous demande est-ce que ça vaut le coup d'acheter un appartement et mettre en location? Ah ouais, évidemment Quentin, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais il n'y a rien de mieux que l'immobilier locatif. J'ai souvent tendance à l'imager par le fait que tu achètes quelque chose avec de l'argent qui n'est pas le tien, mais celui de la banque. Allez, maximum 10% de ton argent, mais 90% de l'argent que tu investis n'est pas le tien, mais celui de la banque. Et tu rembourses la dette avec de l'argent qui n'est pas le tien. C'est pas ton effort d'épargne, mais tu le rembourses avec les loyers de ton locataire. Donc il n'y a rien de mieux. J'ai pas encore trouvé mieux que l'investissement locatif pour soit construire un patrimoine, soit pour augmenter tes revenus à l'instant T, soit pour prévoir ta retraite. J'en sais rien quelles sont tes motivations, mais j'ai rien trouvé mieux que l'immobilier locatif.
et qui se destine à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être riche à la base pour pouvoir se lancer. Ah, Mathilde qui nous pose une bonne question. Est-ce que je souscris à une assurance GLI pour les appartements? Eh bien écoute, non, à titre personnel, j'y souscris pas. Pour autant, quand je rencontre un bailleur avec ma femme Flavie, justement, j'ai souvent tendance, non pas à la conseiller, mais à lui demander un peu son profil, à le questionner. Je dirais que si tu te lances dans l'investissement locatif ou par le hasard tu mets un bien à louer qui t'appartenait et que tu es de nature stressée, angoissée, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, il y a des personnes qui sont comme ça. Dans ces cas-là, déjà, le fait de passer par un gestionnaire immobilier va te rassurer et le fait de souscrire une GLI va vraiment t'enlever la charge mentale du et si ça se passait mal et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si tu es comme moi un petit peu plus casse-cou et que tu veux maximiser ta rentabilité, bah, je prends d'autres garanties avec les cautions personnes physiques, etc. Mais moi, perso, je prends aucune GLI sur mes loyers. J'ai quelqu'un qui demande à rejoindre le live, n'hésitez pas à me dire s'il y a une vraie raison. Je l'ai fait une ou deux fois et à chaque fois c'était pas top, j'ai trouvé. Et s'il y a une vraie question IMO, je veux bien. Nico, quel est l'apport minimum pour emprunter en ce moment? Bah écoute, l'apport minimum, zéro. Il y a encore des gens qui arrivent à emprunter à zéro d'apport. Et je le vois réellement dans mes agences. Néanmoins, dans 8 dossiers sur 10, il faut en moyenne autour de 10% en ce moment pour emprunter en France pour monsieur et madame tout le monde. Mais attention, il y a la notion d'apport et la notion d'épargne. L'apport, c'est ce que tu mets dans le projet immobilier. L'épargne, c'est l'argent que tu as de côté. Et j'ai des gens qui arrivent encore à se faire financer avec zéro d'apport parce qu'ils ont des belles situations et notamment qu'ils ont une belle épargne de côté. Et la banque se dit, OK, il n'y a pas d'apport, mais c'est des gens sereins, c'est des gens avec qui je vais prendre peu de risques, notamment parce qu'il y a de l'épargne régulière et qu'il y a de l'argent sur les comptes. Est-ce que je peux acheter un local commercial et le louer en Airbnb? Bah, sur le principe, tout à fait, l'Emilia Delma, c'est une bonne question que tu poses, parce que justement, et ça me met souvent en opposition avec plein de personnes sur l'immobilier, c'est que l'usage régulier d'un bien pour du Airbnb le rend local commercial. C'est une activité commerciale et non pas civile et non pas de la location. Donc sur le papier, est-ce qu'on peut acheter un local commercial pour le louer en Airbnb? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, par défaut, ça devrait même être presque la question inverse qui se pose, c'est est-ce que j'ai le droit d'acheter un appartement à usage d'habitation pour y faire du Airbnb de façon régulière? 9 fois sur 10, c'est contraire au règlement de copro. Furax, je trouve que la loi Pinel est une vraie arnaque. Est-ce que je suis d'accord? Alors, j'aime pas le mot arnaque, mais oui, je suis d'accord sur le fait que la loi Pinel, pour 90 à 95% des gens qui y souscrivent, est une mauvaise idée. C'est une quenelle fiscale et c'est évidemment au moment de la revente qu'on le verra. Mais oui, Furax, je suis tout à fait d'accord avec toi. Abonne-toi à mon compte et tu verras que je suis. Donc ça tombe bien, le Pinel s'arrête au 31 décembre 2024. Ça a été annoncé le 5 juin par le gouvernement, mais je suis moi anti-Pinel. Alors je vais pas utiliser le terme d'arnaque, on n'en est pas là, mais en tout cas, celui qui s'enrichit pour moi avec le Pinel, c'est pas l'investisseur, c'est le promoteur. Robot, qu'est-ce que je pense de la garantie visuelle? Bah écoute, j'en pense plutôt du bien. J'ai jamais eu à l'actionner, étonnamment, ni dans mes investissements locatifs perso, même si je l'ai pas pris souvent, et ni à l'agence dans notre portefeuille de gestion locative. On a 151 lots à ce jour-là, et on n'a jamais eu à actionner une garantie visuelle. Donc j'en pense du bien, mais côté souscription. J'en pense pas du bien côté action mise en place, parce que j'ai jamais eu à l'utiliser ni à titre pro ni à titre perso. Si certains l'ont déjà fait, je veux bien qu'ils partagent leur expérience dans les commentaires, au contraire. Rudy qui nous dit remplacer petit à petit par le Pinel Plus. Toby qui nous dit est-ce que le LMNP c'est une bonne idée? Alors le LMNP, excusez-moi, c'est une très bonne idée pour plein d'investisseurs. Ce qui me gêne dans le LMNP, c'est que souvent on pense à tous les bons côtés et on oublie les mauvais. On oublie déjà l'obligation d'inscription, d'obtention d'un numéro de SIRET dans les 15 jours qui suivent l'activité. C'est une vraie activité commerciale, donc vous devez obtenir un numéro de SIRET, même si vous n'avez qu'un seul appartement et même si vous allez vous mettre en micro. On oublie qu'il y a des taxes qui existent en meublé qui n'existent pas en nu, notamment la CFE, cotisation foncière des entreprises. On oublie que si on se met au réel, bah, c'est très avantageux en termes de fiscalité, mais que ça nécessite de passer par un expert comptable pour t'aider dans la notion d'amortissement, etc. Donc c'est facilement 5 à 600 euros par an, etc. etc. Donc voilà un peu mon avis sur le LMNP si je le résume à l'extrême. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui achète un bien immobilier sans y faire de travaux, c'est une bonne façon d'effacer la fiscalité. Si c'est un bien immobilier qui nécessite des travaux, je préfère faire de la location nue et opter pour le déficit foncier.
Alors, on a Mathilde qui nous dit pour une maison déjà divisée en deux appartes, au régime réel d'imposition, est-ce qu'on peut déduire les travaux? Donc Mathilde, tu me parles sûrement de location nue, parce que tu me parles de régime réel d'imposition. Si le bien que tu as acheté était déjà constitué en deux maisons, enfin pardon, une maison divisée en deux appartements, donc deux adresses, deux compteurs électriques, et ainsi de suite, et ainsi de suite, oui, si tu ne modifies en rien les volumes intérieurs et ainsi de suite, les travaux seront déductibles de tes revenus fonciers. Pour rappel, il y a 3 catégories de travaux pour le fisc en location nue: travaux d'entretien et de réparation, déductibles des revenus fonciers; travaux d'amélioration, déductibles des revenus fonciers. Le fait d'améliorer l'accessibilité, d'améliorer l'isolation, d'améliorer le confort en posant une cuisine équipée, tout ça c'est ok. Et la dernière catégorie par contre, et j'utilise ce troisième doigt là volontairement, la catégorie construction agrandissement, 100% non déductible des revenus fonciers. Le fait de faire une extension, non déductible des revenus fonciers. Et le fait d'aménager des combles, surface brute, de faire une chambre dedans, non déductible des revenus fonciers, et ainsi de suite. Donc ça, attention à ça. Et on a Victor qui nous rappelle une information qui est tout à fait vraie, que les frais de compta sont annulés aux 2/3, donc tu as tout à fait raison, mais il en reste quand même un tiers, par le crédit d'impôt lié à l'adhésion à un centre de gestion. Donc effectivement, si tu as un expert comptable et une adhésion à un centre de gestion, tu peux en déduire 2/3 par un crédit d'impôt dans la limite de 905 ou 915 euros par an. Victor, tu pourras peut-être confirmer si tu es calé. Donc c'est vrai, mais déjà c'est 2/3 et il y a un plafond. Ah, et ici, tu poses une bonne question. Avec une SCI à l'IS, j'en ai une, donc je peux te répondre. Comment ça se passe pour les achats de marchandises, c'est TTC ou hors taxe? Et ben ça, c'est une bonne question. Quand tu crées une SCI, tu as une première étape à te poser qui est fondamentale. Est-ce que j'opte pour l'IR, l'impôt sur le revenu, ou est-ce que j'opte pour l'IS, l'impôt sur les sociétés? Quand tu veux une vraie société commerciale, etc., que tu veux pouvoir faire du meublé dedans, parce que c'est interdit en SCI à l'IR, tu optes souvent pour une SCI à l'IS. Et après, tu as un deuxième choix à faire, de savoir est-ce que j'opte pour la TVA ou pas. Ça a évidemment l'avantage de la récupération de la TVA sur tes travaux si tu en fais beaucoup, la récupération de la TVA sur l'électricité, sur les frais de ton comptable, etc. Mais ça a aussi plein d'inconvénients. Déjà une comptabilité plus lourde, des déclarations de TVA trimestrielles. Si tu loues des locaux commerciaux comme c'est mon cas, tu es obligé de les annexer, de les imposer à la TVA, et selon certains locataires non assujettis à TVA, ça peut être gênant. Donc je fais court, mais c'est une option, la TVA en SCI. Mathilde, merci. J'avais déjà lu dans l'ebook cette notion de travaux de construction. C'est cool, l'ebook. Je fais ma petite pub au passage vu que t'en parles. Pub, pourtant c'est gratuit. Ça, c'est dispo sur mon site internet Visite Co. Mathilde, a priori, l'a lu. C'est cool, ça fait plaisir. Il y a 18 pages. C'est un peu écrit en gros, donc je vous rassure, ça se lit en une demi-heure ou une heure si on veut bien le comprendre et prendre le temps de le lire. Il y a aussi des analyses de jurisprudence à la fin, donc n'hésitez pas à télécharger ça sur le web. Merci Mathilde pour la petite pub au passage. Quel le ravalement vient d'être terminé, peut-on le déduire en crédit d'impôt? Alors en crédit d'impôt, non, pas du tout. Par contre, si tu as fait un ravalement ou une isolation par l'extérieur, moi j'en ai fait une en 2022, est-ce que c'est déductible des revenus fonciers? Oui, en théorie, ça l'est. Mais attention, c'est une déduction des revenus fonciers, c'est pas un crédit d'impôt, c'est pas la même chose. On est une cinquantaine, les loulous, on est à la moitié du live, n'hésitez pas à me mettre des petits likes, déjà ça me fait plaisir, et puis ça encourage TikTok à montrer le live à plus de personnes, plus il y a de personnes, plus il y a de questions, plus c'est sympa pour vous, comme pour moi. Merci, j'en vois un ou deux passer, c'est cool. On a Virko qui nous demande est-ce que c'est mieux de louer en nu ou en meublé fiscalement? Alors Virko, j'ai rarement tendance à dire telle ou telle chose est mieux, ça dépend de ton objectif à long terme et de ta personnalité. Les deux régimes peuvent avoir des intérêts. Le meublé, si tu te mets en LMNP au réel, tu as le fameux avantage de l'amortissement du bien immobilier. Pour faire simple, en LMNP, c'est très facile, donc en location meublée, d'évincer l'impôt sur 7 ou 10 ans, très facile. Par contre, le meublé a plein d'inconvénients, et j'en parle souvent dans mes TikTok, selon moi. En location nue, c'est beaucoup plus difficile d'évincer l'impôt. Pourtant, moi, j'adore ça. Je fais de la location nue pour plein de raisons. Et en location nue, la recette magique pour évincer l'impôt, ce sont les travaux. Et dans ces cas-là, la location nue, sous réserve que tu fasses des travaux et que tu en fasses tous les ans dans des rachats, etc., s'avère au final même plus intéressante que la location meublée, parce que la location meublée te permet d'amener ton revenu à zéro, alors que la location nue te permet d'amener ton revenu en déficit de 10 700 € sur tes revenus globaux d'activité. Donc si tu fais énormément de travaux,
La location nue peut même être encore plus intéressante que la location meublée. User, il n'y a plus de crédit d'impôt sur RP sur les matériaux d'isolation. Si, toujours ma prime rénov, patati patata. N'hésitez pas, moi je l'ai mis à jour, j'ai mis à jour mes infos en téléchargeant et en imprimant. Alors vous pouvez le télécharger tout simplement. C'est purement gratuit, hein, vous le trouvez sur internet. Prenez bien le truc officiel émanant de l'État. Rénovation énergétique, les aides financières en 2023, et vous verrez qu'elles ont baissé sur certaines choses, mais que pour la majorité des personnes en RP, c'est toujours valable en 2023. Fiscalement, le meublé au réel reste une niche fiscale à la française, et coup de Victor, on est 100% d'accord. Je ne sais pas si, comme moi, tu as suivi dernièrement déjà l'annonce d'Emmanuel Macron, le discours d'Emmanuel Macron, enfin pas le discours, l'interview qu'il a donné au Figaro, non, Le Point, je crois, il y a 1 mois et demi, où il disait qu'on avait créé un paradis fiscal en immobilier, en France pour l'immobilier. Il en a pas dit plus, mais tout le monde s'est dit waouh, il doit avoir le meublé en ligne de mire. Ça a été confirmé par Elisabeth Borne le 5 juin dans son discours, qui dit que la fiscalité du meublé et du Airbnb n'est pas normale, contrairement à la location nue. Elle trouve anormal, et je suis très d'accord avec elle, que certains bailleurs en location nue peuvent être taxés à 60% s'ils sont en TMI de 45 plus les prélèvements sociaux, et beaucoup moins en meublé. Et Elisabeth Borne, si tu ne crois pas, va voir son interview de 27 minutes du 5 juin, a promis qu'elle allait changer ça pour la loi de finances 2024. Donc a priori, le régime LMNP va avoir peut-être quelques changements d'ici peu. Quelle peux-tu expliquer la location nue? Bah écoute, la location nue, c'est la location la plus connue, celle de bon père de famille, entre guillemets. C'est c'est une location qui est très encadrée par la loi du 6 juillet 89. C'est des baux de 3 ans, c'est des locations nues de meubles, vides. Donc c'est vraiment la location classique qu'on a tous souvent souscrit dans sa vie. Préavis de 3 mois côté locataire, baux de 3 ans, voire 6 ans pour le bailleur selon la personne que c'est. Très difficile de donner congé à son locataire côté bailleur, donc beaucoup de protection pour le locataire avec la loi, la location nue et la loi du 6 juillet 89. Salut les gars, j'ai plusieurs bonsoirs. On a quelqu'un qui dit vous me faites peur, bah écoute, c'est pas le but. Le meublé a encore trop d'utilité, logement étudiant, etc. Bah écoute, moi je pense que ça va changer, mais ça n'est qu'un avis. Donc je pense, il y a pensée. Donc je ne m'engage pas, ça n'est que mon modeste avis. Le Airbnb risque de prendre cher, bah ça c'est quasiment acté. Et de toute façon, il n'y a pas que l'État qui n'aime pas le Airbnb, il y a aussi les communes, il y a aussi les copropriétés. Moi, je fais pas le métier de syndic, mais je l'ai fait pendant plusieurs années, et je connais bien le métier de syndic. Et l'Airbnb, bah, c'est détesté par les syndic et par les syndicats de copropriétaires, et c'est détesté par plein de communes. Tu prends dans mon coin, à Bayeux, à Port-en-Bessin, en Normandie, on a réglementé, on a interdit la multiplication des Airbnb. T'as pas le droit d'avoir plusieurs Airbnb sur une commune. C'est presque confiscatoire hein, comme règlement, mais c'est le cas. À Saint-Malo, commune très connue en Bretagne, c'est pareil. Ils ont tambouriné le Airbnb. Donc, moi, je trouve qu'il faut être un peu chaud en ce moment pour acheter un bien au prix fort en espérant une rentabilité Airbnb sur 20 ans. Moi, je pense que c'est un peu du suicide immobilier, mais bon, ça n'est que mon avis. J'ai encore 20 minutes à passer avec vous, s'il y a des questions. Je pense quoi des gîtes de France? Alors, des gîtes de France en particulier, pas grand-chose. Du système de la location saisonnière, j'en suis pas un grand fan, pour plein de raisons. Les gîtes de France ont un avantage, c'est que c'est classé meublé de tourisme, donc c'est pas forcément gîte de France, mais tu peux l'avoir autrement. Et ça peut te faire croire que c'est intéressant, parce que si tu te mets en régime micro en meublé, tu as un abattement qui est porté à 71% contre 50%, donc ça peut paraître intéressant. Mais encore une fois, pour moi, c'est une douille, parce que tu as encore 29% à taxer, alors qu'en meublé au réel, tu serais pas taxé du tout. Et tu es taxé non pas sur ce que tu gagnes, mais sur tout ce que tu produis. Donc la location saisonnière, hein, quand vous vous mettez par exemple au régime micro, c'est une douille, parce que vous ne déclarez pas votre revenu net, ce que vous verse par exemple Airbnb, mais vous déclarez le revenu global, y compris la commission perçue par Airbnb, parce que c'est assimilé à du chiffre d'affaires et non pas des loyers. Oui Mathilde, c'est ce que je ferai. Moi j'en ai pas fait 36 dans ma vie, mais j'ai fait quand même quelques renégociations.
Quand j'ai fait mes emprunts, mes gros emprunts 2015, 2016, 2017, j'ai souvent emprunté à 3, 3,20, 3,50. Et après, les taux, alors avant l'année dernière, hein, mais entre deux, étaient redescendus à quasiment 2%, et j'avais renégocié mes prêts, sachant que, je le rappelle quand même, hein, il y a peut-être des banquiers dans le live qui vous le confirmeront, on peut tout à fait renégocier un prêt immobilier, et c'est d'ailleurs très souvent accepté. D'une part, il y a des frais d'avenant qui viennent annuler une partie de l'effet de la renégociation, et deuxièmement, vous n'avez pas accès à des taux aussi intéressants qu'ont un nouveau client. Alors Vintage qui nous dit bonsoir DPE Angers, est-ce qu'il faut faire des travaux ou vendre? Déjà attention, DPE Angers, on a tendance à exclure ces logements-là de la location depuis le 1er janvier 2023. C'est très souvent une erreur. J'ai fait des TikTok, tu verras, où on parle d'énergie primaire, énergie finale, et tu verras que pour simplifier à l'extrême mon propos, il y a très peu de logements qui sont réellement interdits à la location à ce jour, même classés Angers, et qui ne le seront en fait qu'au 1er janvier 2025. Donc ce qui nous laisse un petit peu de temps. Fâche, écoute, ça dépend si c'est pour une RP ou si c'est pour de l'investissement locatif. Pour de l'investissement locatif, j'ai toujours eu tendance à ne jamais négocier trop fort avec ma banque, parce qu'il ne faut pas oublier que sans banque, il n'y a pas de prêt, sans prêt, il n'y a pas d'achat, sans achat, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de patrimoine, etc. Donc moi, perso, j'ai jamais été trop dur avec le banquier pour mes prêts locatifs. La seule fois où j'ai été sévère dans ma négociation, c'est l'année dernière où j'ai acheté la maison dans laquelle je me trouve, ma résidence principale, il y a 1 an et demi, où là j'ai forcé sur le taux parce que j'y avais un vrai intérêt, mais en location, en revenu locatif, écoute, déjà le banquier pour moi est un partenaire et non pas un adversaire, et les intérêts sont déductibles des revenus fonciers, donc ont un intérêt fiscal entre guillemets. Donc c'est pas une bonne idée pour moi de forcer. Olivier Pablo qui nous dit je négocie toujours. Et ben écoute, il y a les deux écoles. Il y a l'école je négocie souvent, je change souvent de banque, etc. Et il y a l'école qui est la mienne où je négocie quasiment rien, je fais même des cadeaux à mon banquier et je change que tous les 4 ou 5 ans de banque une fois qu'on me dit stop parce que j'ai un endettement trop important. Donc c'est deux écoles, chacun la sienne. Alors, on a Chaos qui dit pourquoi tu ne me réponds pas? Bah écoute mon ami, peut-être parce que j'ai pas vu le commentaire, tout simplement. Je suis pas un. Donc n'hésite pas à le remettre. On a Olivier qui dit je suis fidèle à ma banque depuis 30 ans, d'accord. Et Fage qui dit c'est déjà des prêts immobiliers engagés. Oui Arnaud, on peut tout à fait obtenir un prêt immobilier pour faire des travaux. Alors c'est pas un prêt immobilier, c'est un prêt travaux, mais j'en ai fait 2 l'année dernière. J'en ai fait un en nom propre et un dans ma SCI à l'IS. Il me manquait dans ma SCI à l'IS 25 000 balles pour finir mon chantier. Et oui, merci le Covid et les augmentations de travaux, j'avais été trop juste dans tout ça. Et le deuxième, j'ai fait un prêt de quasiment 30 000 euros pour rénover un T3. Je l'avais acheté en 2019. Un lot de 2 appartements. Le premier étage était loué, Blec mais loué. Donc j'ai dû attendre 4 ans qu'il se libère pour faire des travaux. Donc j'ai fait un prêt travaux. J'avais le cash, mais j'y voyais pas d'intérêt de me démunir et le prêt travaux a généré des intérêts qui sont à nouveau déductibles de revenus fonciers. Nico qui me demande le taux est fort pour les travaux. Ah bah merde, je suis con. J'allais prendre mon téléphone pour me connecter à mon appli du CIC, mais forcément mon téléphone, tu t'en doutes, il est là. J'ai mémoire l'année dernière d'un taux à 3,50 à titre personnel et un peu plus de 4 en SCI. Les taux d'emprunt sont toujours plus chers pour une SCI, sachez-le. C'est encore une fois des inconvénients des sociétés. Ce sont non plus par exemple des prêts encadrés par la loi Scrivener, etc. Donc aussi bien pour faire des travaux que pour acheter, en SCI, les taux sont toujours un peu plus importants. Chaos, je pense quoi du marché IMO pour le prochain semestre? Bah écoute, je pense qu'il faut être très prudent selon l'endroit où on se trouve. Dans ma région, le marché est un peu compliqué, mais pas catastrophique. Aussi bizarre que ça puisse paraître, les chiffres des notaires nous disent même que les prix ont à peine commencé à baisser. Donc ça dépend aussi de ta région. Et on a un user qui dit en SCI, ils sont souvent plus facilement accessibles. Je sais pas de quoi tu parles, des prêts, c'est vrai, et c'est faux également. Déjà, si c'est une SCI à l'IR, à l'impôt sur le revenu, elle est clairement transparente aussi bien pour les impôts côté fisc que pour ton banquier. Il n'y a qu'une SCI à l'IS où déjà un banquier, s'il la comprend bien, il va dire ok, on n'est pas sur votre endettement personnel, parlez-moi du projet, on est sur un projet d'entreprise quasiment. Allez, j'ai encore un quart d'heure de live. Est-ce qu'il y a des questions que j'ai pas vues?
Ah, on a Chacha qui nous dit bonsoir à tous. Je me souviens de toi, il y a souvent deux Chacha dans mes lives. Il y a une comptable et une autre, et là c'est l'autre. Donc salut à toi. Je crois que tu es quelqu'un qui, de mémoire, cherche des immeubles de rapport. N'hésite pas à poser des questions ou qu'on échange là-dessus. Il nous reste un quart d'heure de live. Non, fâche, et heureusement d'ailleurs, en location nue, moi je trouve que heureusement. Peut-on augmenter le loyer à nos locataires hors hausse annuelle? Ben non. Et d'ailleurs, en ce moment, depuis depuis un an, et c'est renouvelé à nouveau, alors que Bruno Le Maire avait promis que c'était seulement pour un an, l'IRL, l'indice de révision des loyers, est plafonné. C'est la première fois, ça n'avait jamais été le cas. Donc on demande aux propriétaires privés de participer à la lutte contre la hausse de l'inflation, alors que nos taxes foncières s'envolent, alors que nos assurances s'envolent. Bref, donc non, tu ne peux augmenter ton loyer à un locataire en place qu'une fois par an. Il faut que ce soit prévu au bail, premièrement. Et deuxièmement, maintenant, c'est plafonné à 3,5%. Même si l'indice des prix à la consommation va être plus fort, ce sera plafonné à 3,5%. C'est quand même pas négligeable, hein. Si tu prends un loyer de 700 balles, 3,5%, ça fait 22-23 euros d'augmentation par mois, soit 250 euros par an. Et si tu as 5 apparts, ça fait 1500 balles. Donc c'est pas négligeable. Non, je passe jamais en délégation. Ah, tu dépasses jamais les délégations d'agence du coup, même en hypothèque? Non, en effet, je suis toujours resté au Crédit Mutuel jusqu'à 700 000 euros d'encours. Je suis resté en délégation du directeur d'agence. Après, je suis passé au CIC. À titre personnel, j'ai à nouveau emprunté quelques centaines de milliers d'euros sous la délégation du directeur d'agence. Et après, je ne passais plus sous la délégation du directeur d'agence, donc en commun accord avec mon banquier, et aussi pour d'autres raisons, j'ai créé une SCI à l'IS, et là je suis à nouveau sous la délégation de la directrice d'agence. Ce sont des femmes au CIC. J'avais une femme très bien, que j'ai eu 4 ans et qui vient de partir, et je rencontre demain au boulot, ma nouvelle banquière du CIC vient me rencontrer demain au travail. Elle vient se présenter, donc j'en saurai plus demain sur qui c'est. Oui, Chacha, bonne mémoire. On me le dit souvent. J'ai d'autres défauts, mais pas celui-là. Quel livre je te conseille pour passer le BTS-PI en candidat libre? Déjà, bravo à toi, c'est audacieux. À mon époque, je l'ai passé en 2009, le BTS profession immobilière. Ouais, j'ai 35 balais. C'était pas un BTS qui était facile, donc je sais pas si tu l'as déjà passé, tu l'as raté et que tu le passes à nouveau. D'où ton souhait de le passer en candidat libre, ou si tu te lances comme ça, billet blanc. Mais en tout cas, ouais, c'est un beau BTS. Force à toi, et puis c'est un BTS qui est intéressant parce que si tu t'intéresses à l'immobilier, il te donne une des deux conditions pour devenir agent immobilier, porteur de carte, qui est la condition d'aptitude, parce que le BTS profession immobilière est le seul diplôme de Bac+2 qui peut suffire à devenir agent immobilier. Sinon, il faut un Bac+3 ou un master. Et la deuxième condition, je le rappelle souvent pour être agent immobilier, c'est une condition de moralité. Il faut que le bulletin numéro 2 du casier judiciaire soit vierge. Quel qui dit je me lance comme ça, je suis mandataire IMO, écoute, bravo à toi. J'espère que tu vas y réussir. Il y a de l'immobilier dans le BTS profession immobilière, mais il y a aussi des matières générales. Donc, écoute, j'espère que ça fait pas trop longtemps que tu as arrêté l'école pour que ça puisse le faire. Jojo qui dit, t'en penses quoi de la location Airbnb? Écoute, ça n'est que mon avis. Certains vont ne pas être d'accord avec moi, mais tu me demandes mon avis. Moi, je suis pas pour. Je pense que c'est un régime qui est ultra chronophage, et moi, un travail, j'en ai déjà un, j'en veux pas un deuxième. Je pense que c'est un régime qui est pas pérenne vis-à-vis des copros, parce que c'est souvent en contradiction au règlement copro, et vis-à-vis des communes qui ont de plus en plus tendance à l'encadrer, voire à l'interdire, et vis-à-vis de la fiscalité. Elisabeth Borne a encore fait peur le 5 juin aux investisseurs en Airbnb. Faire de Airbnb, why not? Mais acheter un appartement au prix fort en calculant sa rentabilité sur une projection Airbnb, ça pour moi c'est inconscient. 2023, c'est inconscient de faire ça. Après, faire du Airbnb, écoute, si toi tu aimes ça, why not? J'ai un pote qui en fait, il est conscient que c'est pas si rentable que ça, il est conscient que ça prend beaucoup de temps, mais il adore ça. Il adore aller serrer les mains des locataires, rencontrer des étrangers, aider les gens. L'autre fois, il avait des Québécois qui ont perdu leurs valises, il a été les aider, etc. Il aime ça, et ça s'explique pas. Elisabeth Borne, elle a dit quoi? Elle a dit notamment qu'elle va proposer pour la loi de finances 2024 une refonte de la fiscalité des loyers, et notamment pour la location meublée et la location Airbnb.
L'interview est dispo, 27 minutes 10, je me la suis farci en entier, puis cette charmante dame n'est pas la plus sexy à écouter qui soit, donc 27 minutes c'est un peu long, mais bon, si tu t'intéresses à l'immobilier, c'est intéressant de les écouter. Furax, tu me demandes ça à quel titre? Dans mon métier et mon quotidien d'agent immobilier ou en tant qu'investisseur? Et user qui dit que son Airbnb est à 450 km et qui serre les mains à personne, bah évidemment, tu peux automatiser, tu peux déléguer. Bonsoir, c'est quoi le prix moyen d'un studio vers toi? Vers chez moi, tu veux dire? Bah écoute, déjà rien que vers chez moi, c'est large. Tu prends la grande ville, celle où j'ai mon bureau principal, Caen. Un studio, ça va commencer à 40 000 balles dans les quartiers les moins bons et ça peut aller jusqu'à 90, 100 000 dans les quartiers d'hypercentre. Mais à 20 bornes autour, tu peux déjà trouver des studios à 30 000 euros. Donc, et on a Chacha qui dit merci pour les conseils. Airbnb, c'est en effet un job à temps complet vu comme ça. Bah, en effet, je sais que certains seront d'accord, mais écoutez, moi, j'ai réussi en 7 ans à acheter une trentaine de logements et à les gérer tout en continuant à avoir une femme qui m'a pas quitté, à avoir une gamine qui m'a pas dit papa je te vois jamais, et en ayant un autre job à côté. Ça c'est possible en location nue et je mets ma main à couper que c'est impossible en Airbnb. C'est strictement impossible. Donc après, forcément, on peut avoir des beaux cash flows en Airbnb sur un moins grand nombre d'appartements. On peut avoir 3, 4, 5 apparts, on peut avoir un énorme cash flow en Airbnb, aussi gros que moi avec 30 appartements. Sauf que la différence, si on va dans les deux cas au bout des crédits, au bout de 20 ans, bah on a un investisseur qui a eu certes un beau cash flow, mais qui a payé 4 appartements, et on en a un autre qui a eu le même cash flow, et qu'on a payé 30. Et vous vous doutez bien que la constitution de richesse, c'est pas la même. Les 3 L qui nous demandent c'est quoi le thème? On est sur un live immobilier, mademoiselle. Non Aurélie, c'est pas possible. Une reprise de bail nouveau proprio, donc c'est le cas où tu achètes un appartement qui était déjà loué, ça c'est d'ailleurs un bon sujet. Est-ce que je peux demander une caution? Pas du tout. Par contre, tu peux souscrire à une GLI, une garantie loyer impayé. Ça, c'est possible. Si ton locataire est en place depuis plus de 6 mois, qu'il ne déclare aucun impayé, tu peux, après coup, souscrire à une GLI, mais tu peux en aucun cas demander un garant à un locataire qui est déjà rentré avant toi. C'est un des inconvénients d'acheter déjà loué, c'est que tu prends le bail tel qu'il est avec ses avantages et ses inconvénients. D'ailleurs, petite info, parce que je le vois souvent dans mon métier d'agent immobilier, faites bien gaffe quand vous achetez un appartement loué à obtenir le bail. Bon, ça coule de source et même le notaire va le demander à l'annexer au compromis. Par contre, ce que font, et ça je suis pas tout à fait d'accord, beaucoup moins souvent les notaires, c'est faire gaffe à annexer le putain d'état des lieux d'entrée. Et moi, je rencontre plein de propriétaires dans mes agences qui viennent nous confier un bien qu'ils viennent d'acheter et qui n'ont pas eu le putain d'état des lieux d'entrée. Et ça, c'est quand même super problématique parce que ça va en découler tout un tas d'autres choses. Autre petit conseil, demandez bien à avoir l'avis de taxe foncière du précédent propriétaire recto verso. C'est la seule façon de récupérer les ordures ménagères sur votre locataire, parce que vous allez récupérer un premier avis de taxe foncière à votre nom qu'un an et demi après. Donc ça a aussi une petite astuce. Ah, Immobilier qui nous dit salut. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le compte d'Immobilier. On a fait un live, lui et moi, assez chouette il y a quelques jours. Un live qui, dans ma tête, allait durer 1 heure et qui a duré 3h30. Un marathon. Alors, qu'est-ce que j'ai pas vu? Est-ce que le LMP est vraiment une nouvelle chose? Non, pas du tout. Donc le LMP, c'est un régime que je vois très rarement, même moi qui suis agent immobilier. Donc on en parle des fois beaucoup sur les réseaux sociaux, dans les formations. Attention, c'est pas réservé à n'importe qui. Donc c'est loueur meublé, comme le LMP, mais professionnel. Ça implique soit de ne pas avoir d'autres revenus, enfin ça implique certaines choses, et on est dans un régime à la fois d'imposition des loyers, de revente, etc., qui est complètement différent. Par contre, le LMP, il a certaines magies, c'est que il y a un déficit et qui peut être reportable sur les revenus globaux d'activité. Le LMP, ça peut être un très très bon plan si tu as la chance d'avoir un mari ou une femme qui gagne très bien sa vie, profession libérale, un médecin, un avocat, etc. Et toi, tu te mets en LMP parce que tes déficits seront ou seraient reportables sur ses revenus à lui. Et c'est une façon, alors certains vont peut-être hurler quand je vais dire ça, et moi c'est pas mon cas, je paye des impôts, c'est une façon de gagner beaucoup d'argent avec des belles professions et de pas payer d'impôts. Ça peut être le LMP.
Est-ce que j'ai déjà investi avec un Pinel? Ah non, et moi de mon vivant, jamais j'investirai en loi Pinel. J'ai fait plein de TikTok à ce sujet-là. Moi de mon vivant, tant que je suis bien réveillé et pas alcoolisé, je signerai jamais un Pinel. Après, le Pinel s'arrête bientôt, 31 décembre 2024, ça a été annoncé. On a Asmina qui nous dit moi j'en ai 12, bravo, j'en ai ras-le-bol des impôts et des taxes foncières. Bah écoute, les taxes foncières, on ne peut pas en avoir ras-le-bol, c'est le jeu, on sait, c'est normal, il faut l'inclure dans ta projection de rentabilité. Et les impôts, bah il y a des astuces, même si tu fais de la location nue, comme moi, qui est en théorie très soumise à l'impôt, bah, les travaux peuvent évincer l'impôt. Moi j'ai fait en 2022 84 000 euros de travaux dans mes logements pour évincer l'impôt. Et du coup en 2022, sur la déclaration d'impôt que j'ai faite il y a 3 semaines, parce que chez moi il fallait clôturer au 25 mai, et ben, je suis en déficit foncier. Et donc 0 euros d'impôt sur mes revenus locatifs alors qu'ils sont importants. Merci, ça se fait où une GLI, l'état des lieux est vide, l'ancien proprio était laxiste. Bah, tu vois, c'est tous les inconvénients. Dans le live que j'ai fait avec Immobilier, qui est un gars bien, on a la même philosophie sur 95% des points. Il y a un internaute qui a posé une question, est-ce que vous conseillez ou pas d'acheter un bien loué? Immobilier rappelait qu'effectivement, quand tu l'achètes loué, tu as l'avantage du côté rassurant pour la banque, avec un loyer réel existant et un bail en face. Mais ça a pour moi plein d'autres inconvénients, c'est que quand moi je vois un bail de particulier de 4 pages, bah, j'appelle pas ça un bail, en fait, j'appelle ça un torchon, j'appelle pas ça un bail. Quand je vois un état des lieux d'une page où on marque très bon état partout ou état d'usage, bah, c'est pareil. Donc bon, c'est un peu l'exemple. La GLI, tu peux la souscrire auprès d'un gestionnaire locatif, une agence immobilière qui la propose. Tu peux aussi la souscrire auprès d'une banque, Immobilier en avait une auprès de sa banque. Tu peux la souscrire de plein de façons, auprès d'un assureur également. Salut, oui, mais tu ne peux pas investir tous les ans 84 000 euros en travaux. Pas tous les ans, non, mais j'avais fait quand même l'année d'avant 30 000, mais c'était pas assez, d'où de l'impôt. Et j'avais fait quasiment 100 000 l'année d'avant. Mais pour ça, il faut acheter régulièrement. Et moi, c'est le cas. Même si là, je me calme un peu et que maintenant, je le fais en SCI à l'IS. De 2015 à 2019, j'ai charbonné en achetant 1 à 2 fois par an, et non pas un appartement ou une maison, mais à chaque fois des immeubles de 4 ou 6 lots. Katharina qui nous dit je viens d'arriver, c'est quoi le thème ici? On est sur la fin d'un live immobilier et notamment assez axé sur l'investissement locatif, sa fiscalité, les différents types de baux, les différentes façons d'exploiter un bien immobilier, location nue, location meublée, Airbnb, colocation. On n'a pas parlé de la colocation, mais on peut en parler. Dans quelle ville tes immeubles? Toutes dans le Calvados. J'en ai un à Caen, j'en ai 2 à Argentan, j'en ai 2 à Thury-Harcourt, j'en ai un à Falaise, enfin bref. Si t'es pas normand, toutes les villes que je viens de te citer doivent rien te dire à part peut-être Caen. Ça, c'est connu. Katharina, je m'abonne pour la prochaine fois. Tu lives souvent. Je live en moyenne 2 fois par semaine. Je m'engage sur rien. C'est un hobby. C'est gratuit. C'est une passion. Donc je ne peux pas prendre d'engagement. Mais en moyenne, je live 2 fois par semaine. Eh ben écoute, c'est qui nous dit ça? C'est Furax. Est-ce que l'IFI que tu payes chaque année reste raisonnable par rapport à ton cash flow? Je n'en paye pas parce que l'IFI, même si tous les ans il faut se poser la question si on est assujetti ou pas, c'est 1 300 000 euros de mémoire, mais de capital net et donc payé. Et moi, j'ai absolument aucun bien immobilier payé à l'instant T. Ceux que j'ai achetés en premier, j'en ai payé déjà pas loin de la moitié. Et certains que j'ai achetés récemment sont même pas payés à 10%. Donc j'ai un gros patrimoine en emprunt bancaire, mais en capital net, non, je ne suis pas imposé à l'IFI. Ah, user qui nous dit falaise, top, c'est en courte durée. Alors je sais pas si toi tu parles bien de falaise en Normandie. Alors moi j'aime toujours pas la courte durée, donc j'en fais pas à falaise. Mais oui, à falaise j'ai un immeuble de 3 appartements et un local commercial. J'ai ça à falaise, place Bellecroix, en plein centre-ville. Au rez-de-chaussée, c'est le magasin Fernand, un chouette magasin de fringues. Au premier étage, je suis moi-même mon locataire, une de mes agences immobilières. Et deuxième et troisième étage, j'ai des locataires classiques. Avis, alors c'est pas normal, mais c'est pas étonnant. Dans certains endroits, le bureau des hypothèques a plus d'1 an de retard dans l'enregistrement des mutations de propriété. Donc, Avis Nostalgie. Oui, un ITRA, un agent immobilier indépendant, souvent on appelle ça un agent commercial qui travaille pour une agence, peut-il avoir un prêt à la banque? Oui, bien évidemment. Alors souvent la banque, ça sera plus confortable si tu as 3 années d'activité, mais même avant ça, c'est possible. Je dis pas que c'est facile, mais c'est possible.
User, faut que je te coach sur les IDR en courte durée. Tu vas tomber de ta chaise. Non, écoute, je te remercie. C'est pas que je veux pas apprendre, mais c'est un régime que je connais bien pour plein de raisons et que il est très bien pour certaines personnes, mais absolument pas pour moi. Il correspond pas du tout à la tranquillité d'esprit que j'aime avoir. Donc non, non merci pour tes conseils. Non, j'ai jamais fait de conventionnel, jamais. On a Adil qui nous dit: je vais aller visiter un ancien bureau de 87 mètres carrés que je compte transformer en 2 apparts. Bon coup. Alors, Adil, j'en sais rien parce que je sais pas dans quelle région tu es, mais je vais te donner un vrai conseil. Attention si c'est pour faire de la location nue. Si tu transformes un commerce en habitation, les travaux que tu feras ne seront absolument pas déductibles de tes revenus fonciers. Donc, ce sera une grosse erreur d'investissement en termes de fiscalité. Si tu fais de la location meublée, par contre, ça pourrait être déductible. Donc là, je te donne un vrai point de vigilance. Aston, est-ce qu'on peut faire racheter sa RP par sa propre SCI? Est-ce qu'on peut? Oui, bien évidemment, mais explique-moi l'intérêt. Je connais bien le régime de la SCI, celui de la RP, j'aurais du mal à comprendre l'intérêt. Mais est-ce que c'est possible? Oui, il n'y a rien qui l'interdit. Ali qui dit: je savais pas ça, bah effectivement, c'est mon rôle de te donner ces conseils-là. Location nue, très mauvaise idée dans le cas que tu viens de citer. Location meublée, why not? SCI LIS, why not? Mais non propre, location nue, c'est comme les gens qui font de la construction de maisons individuelles pour louer en location nue. Fiscalement, c'est catastrophique. Faut-il vendre son Pinel pour acheter une RP? Bah écoute, ça j'en sais rien. Bah déjà, vérifie que tu as bien passé ta période d'engagement, parce que les Pinel, ça fait pas longtemps qu'on peut commencer à les revendre, hein, parce que c'est un régime, c'est une loi qui doit dater de 2015, 2013, 2014, quelque chose comme ça. Donc ça fait pas longtemps qu'on peut commencer à les revendre, donc fais gaffe que tu as bien été au bout de ton engagement fiscal. N'hésitez pas à vous lâcher sur 2-3 questions, j'arrive bientôt à la fin du live. Ouais, Aston, profiter de la plus-value, ok, ça c'est un aspect. Et quid des frais de notaire? Tu les as payés une première fois quand tu achètes ta maison. Et si tu vends ton bien à ta SCI elle va payer les frais de notaire 7 à 8%, plein pot. Déjà, premier point de questionnement. Oui, Chacha, complètement. Je dis pas que c'est facile, loin de là. Mais si tu raisonnes en taux d'emprunt classique, moi j'ai des emprunts supérieurs à mes revenus. Aujourd'hui, je gagne tant par mois, revenu de gérant majoritaire d'une SARL, et le montant de mes emprunts immobiliers au 15 du mois sont grosso modo 2 fois supérieurs à mes revenus. Donc je suis l'exemple type que les règles d'endettement elles peuvent être complètement revues. Furax, est-ce qu'il y a un moyen de détourner ou d'abaisser l'impôt sur la plus-value? Détourner, non. Moi, je te donnerai toujours des conseils sur la légalité. Par contre, de l'abaisser, oui. Déjà, les années d'abattement. Et des fois, il suffit de regarder sa date anniversaire. Des fois, si tu vends au mois d'avril, si tu avais attendu 3 semaines de plus, tu aurais gagné une année de plus sur l'abattement. Donc, ça peut être ça. Le fait de ventiler du mobilier. Si ton acheteur a de l'apport, les 5, 8, 10 000 euros de mobilier que tu vas ventiler ne seront pas pris en compte pour le calcul de l'imposition des plus-values. De bien penser à déduire tous les frais générés par la vente, frais de copro, état daté, prêt à daté, frais de diagnostic, et ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai fait des vidéos sur YouTube à ce sujet-là. Youssef, est-ce que je suis auto-entrepreneur? Non, pas du tout. Je l'ai été en 2009 quand je me suis lancé dans l'immobilier. Je l'ai été pendant 1 an et demi, le temps de dépasser les plafonds. Mais aujourd'hui, je suis plus du tout auto-entrepreneur. Nanou, merci pour ton message, c'est cool. N'hésitez pas à mettre quelques likes pour TikTok, pour l'algorithme. Et n'hésite pas à t'abonner, avec grand plaisir pour t'avoir une prochaine fois sur un de mes lives. Comment tu fais pour faire 2 opérations par an? Écoute, souvent on fait pas plein de choses dans la vie parce qu'on se limite soi-même. Alors moi c'est l'immobilier, il y en a d'autres c'est le sport. Moi je suis pas un grand sportif, mais comment certains arrivent à, je dis une connerie, à courir un marathon? Comment? Parce qu'ils essayent et parce que ils font ce qu'il faut pour y arriver. Et comment acheter 2 biens immobiliers par an? C'est tout à fait possible. Il y en a même qui arrivent à en acheter 3, 4, 5, 6. Donc évidemment, il faut être ultra clean dans la gestion de tes comptes vis-à-vis de ton banquier, ultra clean, il faut être très rassurant. Moi, je présentais à chaque fois des dossiers d'investissement quand j'avais demandé un prêt immobilier que je mettais à jour. J'ai commencé par un petit dossier de 10 pages et à la fin, il faisait 150 pages parce que j'annexais mes taxes foncières, j'annexais mes attestations de propriété, j'annexais mes 2 derniers avis d'impôt, etc. Donc, je présentais ça vraiment comme un vrai projet professionnel et c'est toujours passé.
Alors, on m'a posé une question sur le crédit auto, j'ai vu passer au-dessus. C'est pas un domaine que je maîtrise. Alors, j'adore l'automobile. J'ai un deuxième compte TikTok sur les bagnoles, si ça t'intéresse d'aller voir. Ça s'appelle les bolides de Patoche parce que j'adore l'immobilier, mais j'adore aussi les voitures, notamment anciennes. Deux collections et les Youngtimer. J'ai un de chaque. J'ai la chance d'avoir un de chaque. Donc, mais je peux pas te conseiller par contre sur les crédits auto. Alors l'intermédiation locative, c'est personnel, mais j'en pense pas forcément du bien. Moi, j'aime bien faire des petits bijoux dans les logements et ça se prête assez peu à l'intermédiation locative. Youssef me demande est-ce que c'est intéressant avec l'augmentation des taux. Alors quoi, Youssef? Est-ce que tu parles de l'investissement locatif? Si oui, bien évidemment, parce que tu rembourses, t'achètes avec de l'argent qui n'est pas le tien et tu rembourses la dette avec de l'argent qui n'est pas le tien. On a Charlie qui nous dit coucou. Salut Charlie, tu passes à chacun de mes lives, mais là c'est les dernières minutes. Charlie qui fait des lives aussi en conseil sur le financement sur la banque, de mémoire. Manuela, faire gérer ses biens par une agence, est-ce que c'est intéressant? Oui, ça peut bien évidemment l'être, ça dépend de ta personnalité. Si tu es quelqu'un qui aime pas trop l'administratif, qui aime pas trop les conflits, qui stresse rapidement, eh ben, un gestionnaire, si tu le choisis bien, c'est évidemment super intéressant. Tu donnes des conseils ou un suivi pour présenter son dossier à la banque? Je n'ai pas compris ta question. Alors si tu veux un conseil pour faire un bon dossier, c'est de le faire le plus complet. Les premières pages, tu parles de l'opération que tu projettes, telle qu'elle est aujourd'hui, ce que tu vas en faire s'il y a des travaux, etc. Projection, petit tableau avec des rentabilités, etc. Si tu as la chance d'avoir déjà d'autres biens locatifs, tu fais plusieurs pages sur tes précédentes opérations, comment ça se passe, si tu as eu de la vacance locative, si tu as du cash flow, etc. Après, des pages sur ta situation à toi, même si c'est dans ta banque, mais au moins le dossier sera prêt pour une autre banque. Et même pour ta banque, le fait de tout simplifier va faire gagner un temps fou à ton banquier, et il va kiffer. Tu mets tes avis d'impôts, etc., etc. Alors EGN, j'ai créé une SCI à l'IS pour acheter un terrain et faire construire un petit immeuble. Qu'est-ce que tu en penses? Why not? Ça aurait été une très mauvaise idée de le faire en nom propre, parce que si c'était pour louer, les travaux n'auraient pas été déductibles. Là, si tu veux louer tes logements, tu vas pouvoir amortir ta construction, c'est très bien. Par contre, j'espère que tu n'as pas fait ça dans le but de revendre les lots, parce que si c'est le cas, attention, une SCI n'est pas adaptée à ça. Une SCI, c'est pour gérer des biens immobiliers, en aucun cas pour faire de la construction-revente. User qui dit merci pour tes conseils, c'est cool, ça fait sympa toujours à la fin d'avoir quelques personnes qui ont été dans le live qui remercient, parce que c'est du bénévolat ce que je fais là, donc merci user. Adil qui nous demande si c'est facile de créer une SCI, alors c'est même trop facile, mais il ne faut pas le faire trop vite, mais en soi oui, tu peux aller en 20-30 minutes, sous réserve d'avoir un associé, parce qu'une SCI ne peut pas être unipersonnelle, tu peux sur 20 ou 30 minutes créer une SCI sur internet, mais attention, parce que les statuts c'est tellement important, etc. Chacha qui nous dit quel statut choisir pour la construction-revente. Alors étonnamment, autant j'ai dit qu'en nom propre c'était une très mauvaise idée, Chacha, de le faire parce que les travaux seraient déductibles. Par contre, le faire en nom propre, une première opération, tu as tout à fait le droit de le faire et tu seras soumis à la plus-value des particuliers, 36,2% d'impôt sur le gain. Sinon, tu peux créer une SARL, une SAS, etc., etc. Non, avis, c'est pas ça, 30% d'impôt à la vente d'un bien à l'IS, c'est ça. C'est très compliqué d'expliquer facilement la plus-value, l'imposition des plus-values à l'IS, parce que c'est mélangé avec les autres résultats de la société. Je m'explique. Imagine en 2023, tu vends un immeuble et tu as 65 000 euros de plus-value taxable dans ta SCI à l'IS. Le taux de la l'IS ne se connaît pas, parce qu'il est lié aux autres résultats de la SCI. Soit la SCI a d'autres résultats positifs et ça va augmenter, et du coup on va dire qu'à la fin tu vas être taxé à 25%, parce que c'est ça le taux majoré d'IS. Soit ta SCI, comme très souvent, elle a certes une plus-value à déclarer d'un côté, mais du déficit à déclarer d'un autre, par un amortissement des biens immobiliers, et dans ces cas-là, tu peux avoir un taux d'IS à réduit. Un taux d'IS réduit. Donc c'est très compliqué de calculer par avance autant la plus-value des particuliers ou d'une SCI à l'IR. Moi, quand je rencontre des clients, je leur calcule à l'euro près le montant qu'ils vont être amenés à payer. Par contre, sur une SCI à l'IS, personne n'est capable de le faire. Même le comptable est incapable de le faire en amont. Tu ne peux le faire qu'à la production de ton bilan.
Chiberigo qui dit merci pour le live, c'est important de rappeler le bénévolat, les passions. Bah écoute, merci. Pourquoi je dis ça, Chiberigo? Parce que j'ai très souvent des gens très bienveillants dans mes lives qui disent merci, qui mettent des lives, etc. Et des fois, j'ai des gens un peu moins bienveillants, j'ai des gens qui disent ouais, t'as pas répondu à une question. Et ceux-là, j'ai envie de leur dire d'aller se faire gentiment foutre. Parce que bah effectivement, je rappelle que c'est du bénévolat et que quand on ne paye pas, on ne peut rien exiger. Voilà. Que permet la SCI concrètement, fiscalité intéressante? Ben, oui et non, elle permet une fiscalité intéressante par l'amortissement des biens immobiliers, mais le nom propre le permet également si tu te mets en régime loueur meublé non professionnel. Donc la SCI ne peut pas avoir qu'un intérêt fiscal. Si tu le fais que pour ça, ben, à la limite, fais du LMNP. Oui, user. Par contre, tu devras le faire forcément à un moment d'un changement de bail, mais si tu avais un investissement loi Pinel, donc c'était de la location nue, forcément loi Pinel, tu es arrivé au terme de ta loi Pinel, fais bien gaffe à ça, de bien ne pas remettre en cause ton investissement Pinel en t'étant trompé sur les dates. Donc si tu arrives à la fin, au prochain changement de locataire, parce que tu peux pas dire au locataire en place « Coucou, j'arrive, je mets des meubles et on signe un nouveau bail », et quand ton locataire va s'en aller, tu peux le meubler et passer en régime LMNP. Bonsoir, peut-on acheter un logement seul en étant marié sous le régime de la communauté? Bah tiens Sylvain, c'est une super question. On n'a pas parlé ce soir et je suis un peu déçu parce que c'est la fin du live, il faut pas que je tarde. Mais on n'a pas parlé du fait qu'il faut toujours se protéger quand on investit dans l'immobilier, soit Pax plus testament, soit contrat de mariage, etc. Et à ta question, je vais te donner une réponse qui ne te plaît pas. Bonsoir, peut-on acheter un logement seul en étant marié sous le régime de la communauté? En soi, tu peux avoir ton nom à toi seul sur le titre de propriété, mais tu verras que l'agent immobilier qui rédigera le compromis ou le notaire qui passera l'acte te mettra une clause de devoir d'information te rappelant que ton mari peut à tout moment demander à ce que ce bien atterrisse dans la communauté. Donc, est-ce que tu peux l'acheter seul? Oui, sur le papier, il peut y avoir ton seul nom sur le compromis et sur le titre de propriété, mais à tout moment, ton mari pourra, notamment lors d'un divorce éventuel, faire réintégrer le bien dans la communauté. C'est pour ça, les amis, que c'est une mauvaise idée de se marier sans contrat de mariage. Il y en a 2 ou 3 qui s'en vont, qui disent merci. Sylvain, merci, quelle galère. Ben ouais, mais je sais pas, en France, il y a un manque d'information, d'éducation sur le mariage. Tout le monde voit le contrat de mariage comme une défiance envers le conjoint, alors que c'est tout l'inverse. C'est une preuve d'amour pour moi. Si tu fais pas de contrat de mariage, tu prives ton conjoint ou ta femme d'entreprendre, parce que si elle entreprend, elle te fera prendre des risques ou elle te fera partager ses biens. Tu prives de tout un tas de choses. Donc, Avis qui dit vive le mariage, oui, j'ai rien contre, au contraire, mais vive le mariage protégé, avec un putain de contrat de mariage, qui te permet de continuer à faire des choses ensemble si c'est ton souhait, mais aussi si tu as une femme qui est craintive, qui veut pas faire d'investissement locatif, tu peux quand même en faire, sans la mettre en danger. Si tu veux faire une SCI avec ton meilleur pote sans mettre ta femme dedans, c'est possible. Donc vive le Pax avec contrat, vive le mariage avec contrat. Allez, est-ce qu'il y a une dernière question? Ah, Vice Nostalgique qui dit c'était de l'humour. Écoute, why not, ça peut être de l'humour ou pas. Alors Ben, là, on est dans des choses qui sont à la mode pour moi, qui sont à la mode sur les réseaux sociaux, mais qui m'emballent pas moi, donc je vais pas là-dedans. Et tiens, Sylvain, t'es l'exemple type. J'ai investi, je me permettrai de reciter ton exemple dans d'autres lives. J'ai investi dans 3 logements, mais mon mari avait peur, il ne voulait pas, mais c'est fait. T'es l'exemple type. Et souvent, on se marie jeune, à un moment où on n'a pas de pognon. Donc on se dit, pourquoi faire un contrat de mariage vu qu'il n'y a pas de pognon? Ouais, mais il n'y a pas que le pognon. Déjà, le pognon, il peut arriver à un moment ou à un autre. Et il y a aussi la notion, l'envie d'entreprendre ou de prendre des risques dans l'immobilier, dans une entreprise, etc. Et tiens, je vais même vous donner un exemple. Ma femme, qui va bientôt m'appeler pour manger, était mariée quand on s'est rencontrés, a divorcé. Et le fait qu'elle était mariée sans contrat de mariage, ça a été une vraie merde, parce qu'on voulait monter une société, une SARL, et il a fallu attendre qu'elle soit divorcée, que le divorce soit prononcé pour monter la société. Et comme par hasard, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu, comme souvent dans les divorces. Donc c'est encore un exemple. Si elle avait fait un contrat de mariage, on aurait pu monter notre société avant qu'elle soit divorcée, et on n'aurait pas eu cette pression et cette épée de Damoclès. Ne vous mariez pas sans contrat de mariage. Chacha, ciao, reviens sur mon prochain live, t'es là à chaque fois, donc ça fait plaisir.
Aston, la date du prochain live, j'en sais rien. Tu vois, ce soir, c'était pas prévu que je fasse un live, donc je m'engage sur rien. Et Sylvain qui dit vive le contrat de mariage, oui. Alors Sylvain, attention, par contre, tu peux aller le modifier. Hein. Là, à l'instant T, en accord avec ton mari, tu peux aller modifier tu peux aller opter pour un contrat de mariage. Par contre, certains contrats de mariage, comme la communauté universelle, très protectrice pour les époux, nécessitent l'accord des enfants. Chibirico qui nous dit 90% des couples se marient en communauté, donc communauté sans contrat de mariage, l'équivalent. Je ne sais pas si ta statistique est vraie, mais c'est vrai que c'est souvent le cas. Et moi, à chaque fois que je rédige un compromis de vente, si certains y ont déjà assisté, ça commence par l'état civil. C'est le premier point. Et ben moi, je lis l'état civil et bam, là, je bloque 10 minutes. Je parle de quotité d'acquisition, je parle de différence de revenus dans un couple qui serait peut-être bon de traduire par tes différentes quotités d'acquisition, pourcentage de propriété du bien, parce que quand tout va bien, et quand tout va mal, c'est le cas. Et je fais un putain de point sur les jeunes célibataires, c'est un gros de ma clientèle, qui achètent en couple, et je leur dis, à défaut de vous marier, un mariage, il faut vouloir, certains sont contre, ça coûte cher, ça prend du temps, pas que c'est vous. Attendez pas, demain, la semaine prochaine, allez voir un notaire, pas que c'est vous, ça va vous coûter 5 ou 600 balles, mais s'il y en a un de vous deux qui vient à décéder, ça sera la meilleure idée que vous avez jamais eue. Ah, on a Fache qui nous dit Flavie fait de plus en plus de bruit avec la vaisselle. À mon avis, elle t'attend pour dîner. C'est vrai, chérie? Excellent. Donc Fache, t'es un fidèle des lives hein, pour savoir. Et on a aussi un de nos clients qui était là en début de live, chérie, qui nous demande les coordonnées d'un peintre. Donc faut que tu vois ça demain. Et Charlie qui nous dit même pour les placements financiers, c'est pas une preuve de défiance pour moi, c'est une preuve d'amour. Le contrat de mariage ou le contrat de Pax. Moi, je suis pas marié, ma femme est contre le mariage. Ma femme est contre le mariage, mais du coup, par contre, on a fait un Pax avec un contrat. Ben, bah écoute, why not? Moi, je vends quelques biens off-market, mais déjà pas beaucoup. Et quand je les estime à leur juste prix. Donc est-ce que le off-market est une façon d'acheter moins cher? Bah non. Si tu as un professionnel de l'immobilier qui te dit, je vous présente un bien en off-market et il est en dessous de son prix de marché, bah il fait quelque chose d'illégal, contraire au code de déontologie, parce que c'est pas un discours qu'on a le droit de tenir en tant que professionnel de l'immobilier. Donc le off-market te permet d'être moins en concurrence des autres, mais en théorie, te permet pas d'acheter moins cher. Aston qui nous dit bonne soirée, j'espère être présent pour le prochain live, trop de questions lol, bah écoute, hésite pas. Alors le live c'est 100% gratuit, mine de rien si tu as par contre vraiment envie de passer du temps avec moi tout seul et avoir des vraies réponses à tes questions, tu peux réserver un créneau de 30 minutes avec moi, c'est payant évidemment, et ça tu l'as sur mon bio, j'en avais même pas parlé du live, tu vois, c'est toi qui me donnes le moment de le faire. Tu peux réserver 30 minutes avec moi si tu le souhaites, avoir des modestes conseils en immobilier. Si ce que je dis, si tu te retrouves là-dedans, parce que ça reste qu'un avis, j'ai un avis bien tranché sur l'immobilier, mais ça n'est que le mien. Mais si tu veux passer 30 minutes avec moi, tu peux. Et Wagner qui dit c'est pas une preuve d'amour, mais une preuve d'intelligence. Oui, les mots ont leur importance peut-être, effectivement, mais en tout cas, c'est intéressant. Oui, bien sûr, tu peux vendre un appart résidence principale acheté il y a 2 ans et tu seras exonéré d'imposition à la plus-value. Aucun problème. Tant que tu n'as pas déménagé, que c'est vraiment ta résidence principale, aucun problème. On arrive à la fin du live, peut-être une dernière question. Je profite de vous rappeler, contenu 100% gratuit, mon e-book, si vous voulez l'avoir. Comment déclarer vos revenus fonciers, édition 2023. Donc ça donne énormément de conseils sur la location nue. J'ai rien à gagner, mais je vous conseille souvent d'acheter ce petit bouquin-là, notamment avant de déclarer les impôts. Là, c'est presque un peu trop tard. Donc le 2023, j'ai laissé au bureau, j'avais le 2021 à la maison. 7,50 balles, très bien investi. Vous pouvez aussi, si vous aimez les bagnoles, aller sur mon deuxième compte, les bolides de Patoche. Et pour ceux qui restent un peu sur leur fin de ce live et qui voudraient avoir des réponses précises à des questions précises, vous pouvez réserver un créneau de 30 minutes au téléphone avec moi. Quel est le nom de ma chaîne YouTube? C'est Visite Co. V-I-S-I-T-E, Visite Co. C-O. Visite Co. Tu as énormément de vidéos parce que j'y présente aussi des biens à vendre. Donc il y a des centaines de vidéos, mais il y a en tout cas 60-65 vidéos de conseils immobiliers. Certaines ont plus de 200 000 vues, ce qui sur YouTube est beaucoup. Donc c'est cool. Fosia qui nous dit bonsoir. Salut à toi Fosia. Désolé, tu arrives vraiment à la fin, on est sur les dernières minutes. Et Anitra qui nous dit super moment pour réfléchir sur TikTok, c'est sympa, merci, cool. Merci pour ton commentaire. Merci d'avoir pris le temps de le mettre et merci d'avoir suivi ce live.
faut dire, bah, si tu as une question IMO, ça peut être la dernière réponse. Alors je te prends peut-être à froid comme ça. Mais si tu aimes l'immobilier, effectivement, ma femme commence à faire de plus en plus de bruit. Elle va m'appeler, me rappeler à l'ordre. Je lui ai dit que je faisais 45 minutes de live, ça fait bientôt une petite heure. Est-ce que l'immobilier va augmenter? Je pense qu'on ne peut pas donner de réponse générale en France. Dans certains secteurs, il continue d'augmenter, les secteurs côtiers, etc. Et dans d'autres secteurs, il commence, voire il baisse fortement. Donc c'est évidemment très disparate comme question. Je regarde si il n'y avait pas une petite question pertinente pour finir que j'avais pas vue. Email qui demandait si on pouvait encore emprunter à 48 ans. Tout à fait, bien évidemment. Par contre, sur une plus courte durée, à 48 ans, tu trouveras au maximum des prêts sur 20 ans, voire même la majorité des banques vont plutôt vouloir te prêter sur 15 ans. Donc forcément, ça réduit mathématiquement ta capacité d'emprunt. Donc j'espère que tu as un peu d'apport ou quelque chose comme ça. J'avais pas vu la question, j'y réponds là. Allez, est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon, je remballe, je coupe le live, je remercie ceux qui ont été là. J'ai mes fidèles, c'est cool. Les lives, j'ai commencé il y a pas très longtemps, il y a 1 mois et demi, 2 mois, et j'hallucine de voir que j'ai des gens qui sont là à chacun de mes lives. Ilti qui est là à chacun de mes lives, j'ai Fred007 qui passe à chaque fois, j'ai le banquier Charlie qui est toujours là à un moment ou à un autre, j'ai Immobilier qui passe toujours faire un coucou. Enfin bref, c'est cool. L'intérêt d'acheter avec ses enfants, il peut y avoir un intérêt patrimonial, successoral, pourquoi pas, notamment si tu le fais via une SCI. Et Youssef qui dit merci pour ta bonne humeur, écoute, c'est cool. Écoute, si je suis comme tout le monde, hein, s'il y a un jour où je suis moins bonne humeur, etc., je vais pas avoir envie de venir lancer un live TikTok. On est là pour que ce soit cool, que ce soit de la distraction éducative, hein, parce qu'on parle d'immobilier évidemment, mais donc il faut que je sois de bonne humeur avec vous. Bruno, non, c'est pas obligatoire. Alors à mon époque, quand je me suis lancé, c'était même pas nécessaire du tout. Aujourd'hui, c'est toujours pas obligatoire, mais ça aide fortement. Même si je l'ai dit en début de live, je vois encore en ce moment des dossiers de financement passer avec 0 € d'apport. Par contre, attention, 0 € d'apport ne veut pas dire 0 € d'épargne. Je ne vois aucun dossier passer avec 0 € d'apport et 0 € d'épargne. Par contre, j'ai encore vu la semaine dernière un dossier à 300 000 € passé, 0 € d'apport, mais les gens ont 70 000 € de côté à la banque. Donc la banque n'a pas imposé de les mettre en apport, même pas 10%, mais la banque a été rassurée par le côté épargnant de mes clients. Ornigon, tu vois, moi je suis à l'ancienne, je suis un fervent défenseur de l'achat près de chez soi. Et donc pour moi, le meilleur endroit où acheter en France, c'est près de chez toi. C'est à 20, 30, 40, 50 km, quelque chose que tu es capable de gérer toi-même. Alors si malheureusement tu es dans un endroit où les prix de l'immobilier en France sont très chers, ce que je te dis va pas t'arranger parce que ce sera plus difficile, mais vraiment, si tu peux acheter près de chez toi, pour plein de raisons, c'est une bonne idée, notamment pour connaître et pour pas prendre une quenelle. J'ai des fois, notamment en Pinel, vu qu'on fait de la gestion locative et qu'on est très bien placé sur les avis Google, j'ai des gens qui m'appellent, oui, je suis en train de faire un investissement, je suis de Strasbourg, j'achète à Caen, j'achète en centre-ville. Il me dit le nom du quartier, et moi je sais que oui, sur une carte, c'est bien placé sur une carte, mais en vrai, c'est près de la gare, c'est un quartier craignos. Et ça, il n'y a que quand tu connais les villes que tu peux le savoir. Ah, ça y est, ma femme m'appelle, j'avais promis de ne pas faire de rab. C'est la fin, merci à tous, ciao et à bientôt.